Bienvenue tout le monde. Je me présente. Mon nom, c'est François-Xavier Blot. Je suis un des responsables voyage chez Caravani. Entre autres, la Norvège, Norvège à pied. Norvège qui a évolué dans les dernières années. Et ce soir, on vous présente sa nouvelle mouture, version principalement randonnée. Donc, version qui a été modifiée l'été dernier suite à un repérage que j'ai pu faire en famille. Il faut lier un peu travail et famille. Alors, ça s'est fait, ça s'est bien fait. On a pas mal changé de petits détails pour arriver à peu près à la mouture qu'on vous présente ce soir. Historiquement, la Norvège, on le faisait en bateau. Là. Je ne sais pas si c'est des gens qui se souviennent de ça. On faisait, quand le bas sur un bateau, on se déplaçait, on allait voir un petit peu plus des archipels moins accessibles, puis on faisait rando bateau, mais c'était très limitatif en termes de nombre de personnes. Donc, on a préféré maintenant y aller en mode un petit peu plus engagé, c'est-à-dire que c'est principalement des randonnées, des fois en rayon là, ou en fleurs, si vous voulez, mais aussi des fois en linéaire avec implication de faire du backpacking, comme on peut le faire dans certains de nos voyages dans le monde, comme au Groenland, entre autres, un peu au Japon, puis ouais, puis bon, on en a d'autres un petit peu plus engagés comme Terre de Baffin, mais on n'est pas là-dessus. Donc, sans plus tarder, je vous présente en image, donc là. Voilà, donc vous devriez voir la carte. Je vais être sûr que les slides passent bien aussi. Carte générale de la Norvège. Donc, juste pour vous géolocaliser un petit peu, on est tout à fait au nord, là, presque au nord du pays de la Norvège. C'est vraiment une archipel, là, une protubérance là, qui rentre dans l'océan Atlantique Nord. Et donc, cette protubérance, disons-le, c'est vraiment une belle archipel qui est jonché de massifs de montagnes, de fjords et de petits villages. Donc, c'est vraiment tout charmant, très petit en termes de zone géographique, ce qui nous permet de à peu près tout découvrir à pied. Et ça fait partie déjà numéro un là, de l'esprit de nos voyages chez Caravani, c'est-à-dire de se concentrer sur un endroit, de limiter les transports et de bien explorer un environnement pour après ça se dire, bon, ben c'est bien, on l'a bien saisi, on l'a bien vécu au lieu d'aller un peu partout. Parce qu'en Norvège, il y aurait évidemment plusieurs sites et lieux qui pourraient nous intéresser un peu partout, surtout selon beau pays. Mais là, on a décidé vraiment de se concentrer là. Si je vais un petit peu plus proche au niveau géographique, donc je suis rendu vraiment sur un zoom assez précis là, de l'archipel des Lofoten. En fait, au niveau aérien, euh, c'est un aller-retour sur la ville de Bode. Donc, Bode, c'est, comme j'ai dit, tout au nord. Il faut passer par Oslo dans la plupart des cas, une métropole européenne peut-être. Donc, c'est sur un vol à 2 escales, mais quand même relativement bien desservi avec la compagnie SAS, ce qui permet d'avoir des prix intéressants. En tout cas, du moins cet été, c'est des prix qui tournent autour de 1500, 1800 $. Un petit peu plus, là, selon les variations, mais en se prenant d'avance, c'est quand même intéressant pour ça, considérant le lieu. Et puis là, on voit géographiquement là, ce que tous les petits drapeaux, c'est les lieux qu'on va faire dans notre itinéraire. Donc, on se concentre principalement sur le parc national des Lofoten, qui lui est situé là, vraiment tout au sud-ouest. Là. Vous voyez Sorvogen. Ben, oh, je vais autoriser des gens aussi qui rentrent en ce moment. Bonjour André. Donc c'est ça. Alors, tu sais, on est vraiment sur ce parc-là. Ce parc-là, là, j'ai pas mon doigt, je peux pas vous le montrer. Peut-être, bref, imaginez-le, vous voyez là. C'est vraiment toute la partie là, entre Sorvogen et jusqu'à Ramberg à peu près là. Donc, on est vraiment à l'ouest de Nosfjord, à peu près. Ça, c'est le parc. Il va continuer un petit peu plus au nord, mais pas beaucoup. Donc, nous, on se concentre là-dedans. OK? Donc, c'est en plus, dans toutes les Lofoten, c'est une partie principale de l'île, mais après ça, on va quand même aller rayonner autour, entre autres à Ballstatt, puis à Enixvir. Donc, vous voyez les deux petits drapeaux un petit peu plus à droite, puis le voyage va finir à Svolvær pour faire en fait un bel aller-retour. En fait, ça fait une belle grande boucle en traversier. Fait arriver à destination en avion à Bode. Ensuite de ça,
Boulder, c'est une petite ville qu'on fait soit on peut même se rendre à pied à l'hôtel si on veut. On prend des taxis parce que c'est plus simple avec les bagages, là. Je l'ai déjà même fait en trottinette électrique. Mais grosso modo, pour vous donner une ordre d'idée là, des déplacements, de Boulder à pied, on prend le traversier, on se rend à Sorvogen ou à Moskenes, là, plus précisément, 3 heures de traversier. Ensuite de ça, à la toute fin, Svolvær, on vient par un traversier express aussi qui prend à peu près ça, 3 heures, 3 heures et demie. Donc, c'est vraiment très limité en termes de déplacement. C'est agréable. Puis à l'intérieur de l'archipel, on va être en autobus public, sauf quelques exceptions en transport privatif type minibus. Voilà. Donc, j'y vais avec une autre. Ah bon, ça, je l'ai pas. Bon, j'avais une autre carte un petit peu plus précise, mais elle ne sort pas ici. Juste vous dire, par rapport à à la météo, tout de suite, je vais tomber là-dessus. Météo, des Lofoten pendant l'été, eh bien, on est au 68e parallèle nord. Donc, c'est quand même tu sais, très haut géographiquement. En équivalence, là, on est au-delà du cercle polaire arctique. On est en plein milieu du Groenland. On est sur la terre de Baffin en équivalence. Là. On est même au nord de la terre de Baffin, là. Si on fait justement des lignes géographiques sur le globe. Par contre, ce qui nous évite d'avoir des conditions plutôt arctiques là-bas, c'est le fait que c'est flanqué par le Gulf Stream. Le courant du Gulf Stream, lui, amène toute une masse d'air chaude qui va jusqu'en dans le nord de la Norvège et qui permet d'avoir des températures autour de 15, 20 et plus degrés Celsius en juillet puis au mois d'août. Donc, c'est vraiment les 2 mois d'été là, qui sont intéressants au niveau de température. Je dirais que septembre pourrait l'être aussi. Mais après ça, on va regarder un peu les statistiques ou les historiques de précipitations en pluie. Puis là, on se rend compte que septembre, c'est un peu plus un gambling. Donc, on a décidé de faire cette année un itinéraire, un départ, en fait, qui assure statistiquement les meilleures conditions, soit environ à la mi-juillet. L'année passée, le repérage s'est fait à la mi-août, puis on a quand même eu une belle semaine de beau temps, puis une semaine bien humide. Donc, c'est ça. Donc, on va se donner plus de chance sur papier de notre bord pour ça. Donc, grosso modo, c'est à peu près ça pour le climat. Il faut comprendre aussi que, là, il y a une photo de bateau, là, mais bon, c'est le climat que je parle. Le climat aussi, c'est, tu sais, il y a l'Atlantique Nord aussi, puis il y a une masse de froid qui vient de l'Arctique, tu sais, du Groenland. Donc, tous les vents qui rentrent de l'ouest vers l'est, souvent, c'est du temps plutôt frais ou des dépressions, finalement. Et par contre, tout ce qui rentre du sud-ouest, finalement, là, c'est du temps plus clément. Puis on va aussi voir des fois des contrastes entre les vents qui arrivent du continent, c'est-à-dire de la Norvège même. Donc des vents qui arrivent de l'est vers l'ouest, les autres amènent aussi une température favorable. Donc, mais ça se confronte, tu sais. Fait que selon la ligne de détermination là, des masses là, de montagne, des fois, ça peut être un petit peu plus corsé là, comme température et ça va se transmettre ça souvent en vent. Bref, on touche du bois, ça va bien se passer, mais c'est quand même un élément à considérer. C'est un environnement quand même nordique et maritime. Voilà, au niveau, ben, c'est ça, bateau, beau bateau. Donc, port de Bode, on reste un peu à Bode une nuit. Tu sais, c'est quand même confortable, cette ville-là. En fait, il faut comprendre aussi que nous, on fait toute la nourriture préparée d'avance pour toutes les portions trek. On a de la logistique sur place. Tu sais, donc, on va faire ça. Ben, nous, je dis on, le guide ou les guides, selon le ratio de monde. Et puis, après, ben, on se lance. On marche à pied, c'est à 10 minutes de l'hôtel, même pas, là, à pied. On embarque sur le ferry, direction Moskenes. Au départ, on ne voit pas encore l'archipel se dévoiler. Tu sais, je ne sais pas si vous pouvez voir le contraste. Là. Attendez. Je vais aller ici. Là. Donc, tu sais, entre les deux, mais bon, du côté continent, c'est un petit peu plus bas. Puis l'archipel des Lofoten, c'est vraiment tu sais, des incisives là, qui sortent de la mer. Là. C'est très, très, très accidenté comme relief. C'est très impressionnant. Puis le bateau approche. Puis à un moment donné, on se dit, bon, où est la civilisation là-dedans? Où sont les petits villages? Puis là, tu commences à voir les fjords qui se distinguent. Puis là, OK, c'est bon, on arrive. C'est vraiment une arrivée, je trouve, qui est impressionnante, qui est très belle visuellement d'arriver finalement dans un port
de petits villages, comme on peut voir ici à Sorbogen. Question, c'est ça, y a-t-il des mouches-noires maringouins? Pas tant que ça, c'est vraiment bien vanté. Puis non plus, il n'y a pas d'immenses masses d'eau propices à avoir des maringouins. Donc, c'est pas, ça n'a aucunement été village en vue. Donc, ça n'a pas vraiment été ennuyant, là. Pas du tout, pas du tout. Donc, rien à voir avec notre belle province, nous. Good. Donc, c'est ça, je disais, on arrive à Sorvogen, et puis là, c'est cool parce qu'à partir de ce moment-là, dans l'esprit de la conception de notre voyage, c'est qu'on est à pied. En fait, je l'ai vécu comme ça. Je l'ai vécu comme un trip. On était en famille, là, by the way, mais on était en sac à dos, on était autonome, on vivait un peu de liberté dans cet archipel-là. Puis je me suis dit qu'on pourrait transposer cet esprit-là en gang, y aller avec le moins de structure possible, le plus limité possible, pour qu'on, je sais pas, pour revivre la même ambiance, parce que l'autonomie de déplacement sur ce territoire donne réellement un sentiment de liberté. Donc, on débarque du traversier, puis on va marcher jusqu'à notre hébergement. C'est 2 kilomètres à peu près. Fait qu'on marche, on longe la baie de Moskenes, puis on arrive à Sorvogen. Sorvogen qu'on voit ici, là, cette magnifique petite, petite enclave là, en bord de mer. Puis là, on va faire notre première nuit là. C'est une transition. Hein, on rentre dans le territoire, on l'apprivoise tranquillement, on voit les beaux paysages qui tournent autour, on voit un peu la vie, comment elle se distingue. Puis on garde encore un petit peu de confort pour la première nuit. Donc, le trek à partir du moment où on arrive sur l'archipel, il va vraiment alterner entre confort en rebut. Donc, le rebut, vous allez apprendre plus tard, c'est un hébergement de type maison de pêcheur, comme on a vu tantôt là, sur certaines photos. Sur celle-ci, on le voit plus ou moins. Puis ensuite, ça va être en autonomie, en tente après. Donc, Nathalie, je vais vous répondre pour la nourriture tout à l'heure. Bon point. Parce que, regardez, je vais vous montrer la prochaine photo. Ça va vous inspirer sûrement, là. Des têtes de cabillaud. Donc non, ça vous inspire pas. OK. Bref, donc je disais juste que on alterne entre ces deux conditions-là. On rayonne, on est en village, puis après, on est 100% en autonomie dans le territoire en backcountry. Donc, on va vraiment bien jouer avec ça pour trouver un équilibre et finalement aller plus loin que les sentiers balisés que la grande majorité du monde prennent à l'échelle d'une journée. Parce qu'en Norvège, la plupart des gens voyagent. Euh, les gens voyagent en véhicule, ils débarquent, ils vont faire un day hike, ils reviennent, ils vont chercher un hébergement. Donc, nous, cette formule-là m'intéresse un petit peu moins. Donc, on est vraiment, on va se planter, puis après ça, on part, on rentre dans le territoire pendant 3 jours, hop, on revient plus loin dans une communauté, transport de bagages. Ensuite de ça, même chose, on se ressource là sur place, on va faire l'épicerie, on fait notre pacton, hop, on repart pour un autre 3 jours, on revient dans une communauté, puis on va faire ça 3 fois pendant le voyage. OK? Fait que ça, c'est quand même sympathique, puis ça te permet de se remettre à zéro si jamais on prend des mauvaises conditions, si jamais c'est plus difficile que prévu. Donc, je continue un peu sur la thématique des ambiances puis du poisson, là, puis après ça, je reviendrai sur toutes vos questions que je vois en ce moment, des flexitariens et tout. Donc, on est sur la culture principale, la culture. L'économie principale de cet archipel-là, c'est la pêche. C'est la pêche, ça a toujours été la pêche, principalement la pêche de la morue, du cabillaud, c'est une déclinaison du même poisson. Donc, c'est vraiment ça qu'on va voir, c'est vraiment ça aussi qu'on va essayer de saisir. Et les maisons qu'on voit comme ça en bord de mer, souvent, ce sont des chalets ou des maisons de pêcheurs, finalement, qui servent principalement pendant l'hiver, parce que la saison de la pêche, c'est plutôt comme automne, hiver, printemps. L'été, c'est tranquille. Et donc, ça se transforme. Des fois, c'est transformé de manière permanente, là, mais ça se transforme en hébergement. Puis ça, c'est quand même très chaleureux. Ça a une couleur particulière aux Lofoten, je vous dirais. Un peu la Norvège en général, mais principalement les Lofoten. Donc, pour tout ce qui est dénivelé, je pourrais rentrer là. Pour ce qui est repas, etc., j'ai un petit volet là-dessus un petit peu plus loin. Donc,
à partir du moment où on va quitter Sorvogen, on se lance à pied. Même chose, on part du village et puis le sentier va commencer au cœur du village de Sorvogen. Et là, on rentre dans la partie, pas 100% sud, un petit peu plus au nord du sud, si vous voulez, du parc national. Et on part pour 3 jours de rando. C'est un terrain au début qui est déterminé. Les sentiers, il est déterminé. Des fois, là, on voit comme ici qu'il y a des chaînes là, pour s'aider à grimper. Des fois, c'est aérien, mais ce n'est pas un trek qui est vertigineux. OK? Donc, on voit des photos comme ça, ciel bleu, on voit des photos comme ça, ciel obscur, mais c'est ça à ça qu'il faut s'attendre. T'sais. Fait que là, on est juste un petit peu plus loin sur cette première partie-là. Puis à peu près environ dans ces environnements-là, un petit peu plus loin, là, on va quitter officiellement le sentier du day hike, qui fait à peu près 6 km. On a quitté ça, puis là, on commence la portion backcountry. Donc, comme je vous ai dit, l'idée, c'est aussi que vu qu'il y a du portage de base à faire pour pouvoir être en camping comme ça, on l'a pensé de manière à faire des campements, finalement, de se planter un campement qui va être bon pour 2 nuits, rayonner à partir de là et continuer notre chemin vers le prochain village. Fait que finalement, sur 3 jours de marche, il y a 2 jours où on a un portage. Portage qui va se constituer de quoi? Eh bien, d'une tente divisée à deux, d'un fragment de la nourriture, puis de vos équipements de camping pour la nuit, pour les nuits, puis vos vêtements. Donc, en kilos, je ne sais pas, 10-12 kilos à peu près, là, si on est léger. On fournit tout l'équipement sauf matelas, sol, sac de couchage, mais tout ce qui est commun, cuisine, gamelle, outils, ustensiles, tentes, bâches communes, tout ce qui est commun pour le camping, on le fournit. Tout ce qui est individuel, c'est vous, comme la plupart dans nos voyages. Mais on va vraiment travailler avec du matériel léger mais suffisamment résistant aux conditions pour que justement l'équation de poids sur notre dos soit quand même accessible. OK? Donc, les dénivelés pour arriver à cette réponse. Dans l'archipel. Ah merde, attendez, excusez, j'ai pas changé les photos au bon endroit. Donc, voilà, je vous parlais un peu obscur, c'était ça que je voulais dire, là, partiel obscur. On voit un peu là, cette ambiance nordique, là, comme on peut le retrouver en Islande, ceux qui ont déjà été en Islande. Merci, Lise, de gagner. Excusez, là, mais notre système, pour un gars comme moi, il est difficile. Voilà. Donc c'est ça. Le camping, je vous disais, c'est ça. Là, c'est un gros équipement qu'on avait l'année passée parce qu'on était 4. Là, c'est une grosse North Face. Mais disons que ce qu'on va fournir cette année, ça ne sera pas ça. Ça va être pas mal la moitié du poids. Là, on parle de tentes qui font à peu près 3 kilos, mais qui sont vraiment des tentes d'expédition solides. C'est des MSR remote. Puis, je les ai pesés, ça va. Si on les split à deux, là, c'est quand même cool, là, comme poids sur les épaules. Voilà. Donc, paysage d'ambiance, là, je vous remets un peu une journée soleil. On est toujours dans la suite des idées. Là. Le diaporama, il est très chronologique par rapport à l'itinéraire. Fait qu'on va se camper dans ces environnements-là. On a spoté, nous, l'année passée, des endroits où on peut mettre 4, 5, 6, 7 tentes à peu près. Fait que ça, c'est bien. Et puis, on est entouré de lacs puis de semaines même. Les dénivelés, le point culminant, c'en est un, sur le Bernal, j'oublie son nom, qui se pointe à peu près dans ma photo. Là. Ça, c'est 1090 mètres. Puis, ben, on part du niveau de la mer. Fait que les plus gros dénivelés, si on partait du niveau de la mer pour aller jusque-là, c'est 1090 mètres. Mais on va, disons, couper ça en deux là, pour les journées. Parce que, tu sais, pour se rendre là, c'est une journée. On va se camper là, on fait le sommet, on revient, puis après ça, on redescend. Fait que, tu sais, les gains positifs vont à peu près aller jusqu'à 500 mètres. Donc, c'est pas. Puis même ça, c'est des grosses journées. Donc, c'est pas énorme en termes de gain de dénivelé chargé. Une fois plus à l'aise, on en fait un petit peu plus des fois, mais encore là, ça va. Puis à la descente, ben, c'est ça, à peu près 400 à 500 mètres pour les descentes. Donc, on joue avec un dénivelé aussi accessible pour pas que ça soit trop, pour compenser le fait qu'il y a certaines étapes qu'on va porter. OK? Donc,
Je mets un peu dans l'ambiance ici. Justement, ça, c'est pas mal significatif de l'endroit où on va camper pour 2 nuits. Puis on voit vraiment notre objectif de sommet qui est là. Pourquoi on fait les sommets? C'est juste parce que ça nous permet d'aller chercher des points de vue qui sont incroyables là, sur les fjords puis sur l'archipel en général. OK, ça vraiment, là, on voit ici, là, au loin, une petite communauté qu'on trouve dans les fjords intérieurs. Donc, c'est vraiment voir cette immensité-là du haut, là, c'est quand même très cool. Et déjà qu'on s'annonce sur les sommets, on sort quand même pas mal des sentiers battus. Donc, vous voyez, donc, je sais bien que les enfants ne portaient pas. Attendez, je suis pas rendu là, les photos ne suivent pas. Parce que j'ai un autre diaporama qui me permet d'avoir plus gros, là. Donc, c'est ça. Donc, je disais qu'on avait fait le repérage en famille, ben c'est cela. Donc, si un enfant de 8 ans peut le faire, t'sais. Non, je rigole. Je ne vais pas jouer avec cette rhétorique. Puis en plus, eux autres, ils ne portent pas grand-chose. Mais nous autres, l'année passée, on était surchargés. Donc là, l'esprit aussi, on a vraiment pensé, c'est 3 jours de bouffe, camping minimaliste, mais confortable. Fait qu'on veut vraiment cibler des sacs qui sont agréables. Mais par contre, en échange, qu'on est sur les journées sans sac, ben, c'est super cool. T'sais. Puis regardez, c'est pas une journée exceptionnelle, là, une photo comme ça. Là, je veux dire, dans le sens que c'est pas comme la seule journée qui a fait beau en Norvège l'année passée. Tout le mois de juillet, à peu près, était comme ça l'année passée. Notre première semaine était comme ça, c'était vraiment cool. Mais après ça, ça s'est gâté. Fait que là, faites-vous pas avoir non plus des fausses représentations, là. Mais je veux quand même aussi vous rassurer en disant que ben, il y a quand même c'est du beau climat en Norvège, là. En tout cas, on peut être en short puis en t-shirt puis être bien. T'sais. Voilà. Fait que des descentes aussi, on est dans du terrain, je tiens à dire, dans les termes techniques, on appelle ça du terrain complexe. C'est-à-dire, terrain complexe, c'est du terrain où on doit travailler avec les pieds un peu, regarder où on va. C'est pas toujours un sentier qui est déterminé. Des fois, c'est des mousses, c'est glissant. Après ça, il y a des petites échelles. Je sais pas si j'ai cette photo-là. Ouais, c'est une petite échelle d'à peu près 2 mètres, mais tu sais, il faut passer là-dedans parce qu'il y a des roches, tu sais, bon. Fait que, tu sais, c'est du terrain comme ça parce que dès qu'on dépasse les sentiers balisés, il y a vraiment une immense fraction de monde qui ne va pas, là, tu sais. Fait que finalement, on se ramasse avec quelques dizaines maximum, même pas, là. Tu sais, on a croisé au cœur de l'été l'année passée, peut-être, je sais pas, dans cette section-là, environ 10 personnes globalement, tu sais. Fait que c'est ce qui fait que c'est pas bien déterminé au niveau des sentiers. Et puis là, je vous parle, puis ça ne suit pas les images. Encore une fois, je suis désolé. C'est ce que je voulais dire ici. Donc, compléter aussi mes dires, cette image. Donc, tu sais, on voit un peu, là, on est rendu à marcher dans l'herbe, finalement. Tu sais. Fait que là, le but de ça, c'est d'aboutir sur notre première communauté, Vinstadt. OK, on la voit là-bas, là, au loin. OK, c'est des étapes en kilomètres aussi qui ne sont pas énormes non plus. Ça va être autour de 10-12 kilomètres. OK, mais sur des progressions peut-être à 1,5 km à l'heure. Tu sais. Fait que c'est ça. Donc, on ne fait pas beaucoup de distance, mais on n'avance pas non plus super vite. Donc, peut-être des temps de marche entre 5-6 heures par jour. Là, ce qui est vraiment cool, c'est qu'on arrive dans une mini-communauté comme Vinstadt, tu sais, où maintenant, bon, c'est plus des maisons de villégiature qui sont là, où des gens qui vivent à l'année sont rares, mais tu sais, c'est une mini-communauté. Un petit café sympa au loin, où là, on peut. Attendez, je vais vous faire le changement de photo. Où là, on peut se poser, manger un petit dessert, avoir une boisson chaude, avoir accès à des belles toilettes, blocs sanitaires très confort. Et puis là, à partir de là, on va décider de continuer notre balade, mais à l'âge, en allant explorer la plage de Bunès. Donc, la plage de Bunès, elle se prend à partir de Vinstadt. OK? Et puis, on va marcher le long de cette micro-communauté. Là, c'est à peu près, je sais pas moi, une quarantaine de maisons. Et puis, on va déboucher. C'est comme si on sortait temporairement du parc national et on revient dedans sur la plage ici. Et puis, un moment de détente sur la plage ou en bordure. Donc, tu sais, c'est vraiment ça le voyage aussi, c'est de jouer avec ces contrastes-là. Là. Tu sais, on fait un effort nice, mais aussi on en profite. Et on en profite dans une perspective de nature. Ça, là, c'est comme on est dans les éléments, puis on en profite pleinement. Il fait beau, on en profite. Il fait moins beau, et on se démerde.
Et donc, pour renchérir sur cette phrase, ben voici. Donc, ça, c'est le quai qui va nous permettre de se déplacer à l'intérieur de certains fjords. En tout cas, il y a ça autour de Winstadt, Renne, puis Kirkfjorden. Donc, attention si mon norvégien est très, très aiguisé, là. C'est mon interprétation de la prononciation. Bref, à partir de ce petit quai, on a 10-15 minutes de bateau. Ça, c'est super cool pour se rendre à Rennes. Tout ça, c'est la logistique que le guide va faire sur place, coordonner tous les petits transports publics qu'on va trouver à destination. Et donc, là, le but, là, c'est de se rendre à Rennes, puis là, on va aller faire notre première nuitée, au retour à nuitée en hébergement dur, là, dans le jargon, là, en auberge, dans ce cas-ci ici. Auberge privatisée là, pour nous, parce que c'est petit, et dans le centre du village. Et puis là, retour aux bonnes choses, il y a des bons restos, on en profite, on va refaire... Ben, le guide, c'est principalement lui qui va gérer ça, là, mais aller faire le ravito de bouffe, se préparer pour la seconde partie de notre aventure. Donc, tu sais, du ressourcement à chaque fois qu'on fait nos immersions en- dans, dans, dans l'arrière-pays, disons-le de même. Fait que Rhéna, c'est vraiment c'est le village le plus iconique, là, certainement, de l'archipel des Lofoten. C'est cet ensemble de petites îles et de sommets qui sort de manière assez agressive de l'eau. Les séchoirs à morue qui sont encore présents, ne sont pas utilisés parce que c'est hors saison. Puis depuis Rennes, on peut faire une ascension très, très typique. Là, on reste dans les sentiers battus dans ce cas-ci. C'est le Rennebreggen. Donc, c'est un sommet là, qui permet d'avoir cette immense vue, très belle vue qu'on voit, qu'on a vu un peu plus tôt, là, un petit peu plus large. Là. Tu sais, c'est du Rennebreggen qu'on retrouve cela. Donc, c'est une balade de 10 km à peu près, 500-600 mètres de gains positifs et négatifs parce qu'on revient. Donc, c'est quelque chose qu'on fait depuis Rennes parce qu'on va s'être posé 2 nuits là-bas. Donc, on a bien mangé, bien dormi, bien séché nos vêtements. Et là, on repart avec le même petit traversier qui va chercher une autre communauté plus loin, une communauté qui s'appelle Kierkfjorden. Attention, prononciation. Et Kierkfjorden, c'est encore plus petit que Winstadt. On parle de 32 maisons. Puis là, on part pour la seconde partie de notre aventure, direction Fredvang. Puis plein d'autres sites qui sont vraiment malades. Variation de dénivelé un peu plus modeste que la première partie. On parle peut-être de 300-400 mètres de gain, à peu près. Puis des distances qui vont osciller entre 9 et 11-12 kilomètres. La dernière journée, la troisième journée de cette deuxième section de trek en autonomie, elle est plus longue, mais moins dénivelée. Puis elle est tellement plein de choses à voir qu'on ne voit pas les kilomètres passer. Je pense que là, ça sera à 14 ou 15 kilomètres. Donc, on est dans un terrain comme ça. Encore une fois, dès qu'on quitte Kirkfjorden, c'est vraiment un sentier qui est très... Il est balisé, là, on le voit, mais il n'est pas balisé en fait. Il est déterminé, tu sais, on peut le voir, mais il n'est pas 100% officiel, là, tu sais, c'est-à-dire qu'il faut un peu de repérage, il faut de l'orientation. Puis ça, c'est à ça que nous, on sert, là. Puis on l'a vécu cette année, on l'a repéré cette année. Puis on peut se permettre justement, selon la force du groupe, selon les conditions, ben, d'aller peut-être un petit peu plus loin, parce qu'il y a une autre plage merveilleuse, l'autre bord de la colline, du côté de Kirkfjorden, qui est à voir. Il y a plein de choses à faire, à voir des sommets, peut-être aller chercher aussi pour des points de vue, mais ça va vraiment dépendre des conditions. Fait que c'est ça aussi, c'est cette flexibilité-là qu'on va se donner pour ces 3 jours-là. Puis, tu sais, les lieux de camping, ben, moi, je les ai tous notés l'année passée avec mon GPS. Parce qu'il faut savoir une chose, parenthèse, en Norvège, puis là, ça m'enchaîne assez bien avec cette photo-là, puis même peut-être l'autre ensuite, c'est que en Norvège, oui, toute la côte, il y a bien des endroits qui sont habités, mais la règle du territoire, c'est que euh, à l'extérieur de 150 mètres d'une maison privée ou d'un terrain privé, ben, le territoire il est accessible à tous tant qu'on le respecte. Tu sais. Fait qu'on peut y dormir si on veut, tant qu'on laisse leave no trace, sans trace. On peut accéder à de l'eau si on veut. Tu sais, c'est le territoire, c'est comme ça qu'il est réparti en Norvège. Et donc, ça nous donne cette flexibilité-là. Ça revient à mon point de dire, on peut aller jusque-là si on veut. On peut marcher moins si on veut, puis on en fera plus demain. On peut jouer avec ça.
OK? Mais là, dans l'esprit de cette seconde partie, parce que là, on fait une première section qui est complètement backcountry, un peu en bord de mer dans les montagnes. Après ça, on revient comme un peu en comme. C'est pas vraiment une communauté, mais c'est des villages très étalés. On voit la vie, on voit plein de belles choses, de beaux bâtiments en bord de mer, etc. Puis après ça, ben, on revient plutôt dans une partie backcountry. Donc, on rentre puis on ressort du parc national comme ça, tu sais. Fait que ça nous donne en même temps cette flexibilité-là, mais l'objectif, c'est quand même de dormir, comme j'avais dit, 2 nuits au même endroit, puis rayonner de manière à pas toujours porter. Donc voilà, j'arrive dans l'hébergement. Vous mets une belle tente comme ça. Je vais juste remonter, j'avais des questions. Ouais, nourriture, j'y arrive, je ne les ai pas oubliés. Donc, hébergement. Ben là, on voit une photo de tente, là. C'est pas tout à fait l'hébergement, mais ça met un peu dans l'ambiance. Tu sais, ça reste du camping minimaliste. Donc, ceux qui n'ont jamais vécu ça dans leur vie, c'est quand même. Pour vrai, là, moi, ce qui m'allume le plus là-dedans, c'est la liberté. Je l'ai dit tantôt, mais je l'aurais dit là. C'est la liberté que ce voyage autonome peut nous permettre. Tout en sachant qu'on va revenir en civilisation pour se régénérer. Mais ça, nous autres, ça a été des moments forts. De dire, hey, je plante la tente ici, là, check l'environnement autour, c'est débile, puis on est tout seul. Fait que, ou presque, hein, ce ne sera pas toujours le cas, il ne faut pas s'emballer, mais quand même, c'est vraiment pas la manne là, dans ces sections-là du parc national. Fait que ça, pour moi, c'est hot. Puis là, c'est de recréer son environnement, recréer son confort, mais minimal. C'est le plaisir, et là, regardez ça, les gars, le beau plaisir, de savoir, de s'être caché une petite bière dans le fond de son sac à dos, puis de la sortir dans un moment clé. Il n'est pas 6 des bières, il y en a une, mais elle est bonne. Tu sais. J'apprécie encore plus sa signification. Donc, ça, pour moi, c'est fondamental. Puis aussi, ben, le fait d'être minimal, je vais revenir là-dessus, on s'était dit, quand on faisait ce trek-là, que chaque item dans nos sacs à dos devait avoir au moins 2 utilités. Tu sais. Un couteau, par exemple, va servir à peut-être couper ou à ranger des pièces de la tente, mais va servir aussi à couper les pommes. Tu sais. Toi, tu as deux fonctions pour être minimal. Tu vas savoir sûrement peut-être que, OK, chacune de tes choses, ils vont être où dans ton sac, tu sais. Ton environnement, il va être concis, tu sais. Il y avait un film avec George Clooney là, qui voyageait non-stop en avion, là, une couple d'années, il y a 15-20 ans qui est sorti, qui exprimait ça, tu sais. Sa vie, elle se contient dans une valise, tu sais. Et ça, là, c'est une épuration, d'une certaine manière. Oui, on va travailler un peu plus fort parce qu'il faut le porter, mais Colin, quel sentiment de simplicité l'espace d'un instant. Ça, c'était mon speech, là, pro backcountry minimaliste. Puis là, si ma blonde m'écoute en ce moment, elle va me dire, on n'était pas si minimaliste que ça l'été passé. OK, on avait des enfants, mais entre adultes, là, je pense qu'on peut vraiment pousser fort là-dessus. Voilà. Donc, nourriture, j'arrive à ça. Ben, déjà avant, je vais revenir sur la slide avant. Nourriture. Donc, nourriture, ça va être un mélange de ce qu'on trouve à destination, parce qu'il y a quand même super épicerie à Bode. On peut trouver plein de choses à Rennes aussi, puis un petit peu plus loin à Fredvang, à Ranberg. Tout ça, on va trouver des épiceries pour les ravitaux. On est dans la bouffe scandinave, donc on n'est pas très éloigné de tout ça. Ça va être de la bouffe, évidemment, qui se conserve et qui est légère le plus possible, mais je ne veux pas juste aller dans le lyophilisé ou dans le déshydraté. Je veux aussi aller avec un petit peu de frais. Personnellement, j'ai quand même une certaine capacité à cuisiner la bouffe en expédition. C'est mon dada, c'est ma. Bref, ça a été ma vie avant là, d'être cuisinier, mais j'en ai fait une expertise dans le domaine de l'expédition. Donc, mon expertise ici ne s'exprime pas à son plein potentiel, on va se le dire en regardant cette photo-là. Mais elle s'exprime dans la capacité, par exemple, si je reprends des lyophilisés comme ceux-ci, de savoir exactement quoi rajouter pour les rendre meilleur puis que ça goûte à la maison. T'sais. Fait que c'est juste des petites subtilités comme ça qui font en sorte qu'au niveau bouffe, même si ça doit être ultra minimaliste, léger, on peut arriver à des choses vraiment cool. Et là, je vois Nathalie qui dit ils sont bons.
Ben oui, ils sont bons. Ça, c'est Slice. Ça a commencé l'année passée. Ils sont de Sainte-Agathe, donc à 2 pas de chez moi. Et puis, ils font vraiment du très, très bon Lio, là. Ça goûte quasiment vrai. Et donc, maintenant, on collabore avec eux, puis à Piac depuis vraiment très, très longtemps, là. Mais ça va être nos deux partenaires pour Hawaii Goûter. Ouais, ils sont vraiment cool. Fait que, avec ça, moi, j'ai pas. Tu sais, j'ai pas le spleen et la hâte de remanger dans un resto nécessairement. Tu sais, c'est quand même assez bien. Fait que voilà. Donc, je ne veux pas trop vanter Lio ici, là, mais bon, moi, je trouve que ça le fait en masse, en masse, en masse. Donc, pour la bouffe, ça va être ça. Donc, tantôt, on parlait de poisson, allergie, pas, tu sais, je mange pas de poisson. En Norvège, je sais pas, ça se comble autrement parce qu'il y a d'autres alternatives. On n'est pas comme le Japon où tout est à base de poisson. Fait que, tu sais, nous, comment ça marche, les voyages, c'est que les gens nous disent leurs restrictions alimentaires ou des choses qu'ils sont incapables de manger, mettons. Puis là, on va adapter un peu en fait, il faut vraiment plus que ce soit des restrictions alimentaires, des allergies que j'aime pas ça, mais on s'adapte, tu sais. Puis on construit le menu en fonction de la composition de nos groupes, grosso modo. Tu sais. Bon, si ça devient comme cœliaque, puis peut-être vegan, là, on va avoir peut-être un petit peu plus d'enjeux de gestion de temps, là. C'est du temps supplémentaire, donc on va vous inviter à venir avec nous à l'épicerie. Fait que ça, en fait, le volet nourriture, on le contrôle aussi à 100%. Donc, on le gère en cohésion, tout simplement. Sûrement, cette photo-là, je l'ai mis pour la promiscuité. Évidemment, c'est un voyage d'aventure, là. Fait que, tu sais, c'est sûr que il y a des fois, quand il pleut, il y a des cabanes un petit peu partout là, dans le parc national, des cabanes refuge, là, si vous voulez, que tu peux accéder. C'est pas barré, là, c'est là, accessible à tous. Mais quand il pleut beaucoup, quand ils vendent beaucoup, ben, c'est ton petit backup. Fait que ça fait des moments cocasses, on sort un snack à ce moment-là, puis on s'amuse comme on peut. Tu sais. Voilà. Donc, on continue notre trek. Tu sais, on s'en va vers Fredvang. On est dans le nord du parc des Lofoten ici, puis on arrive à deux belles plages où on va s'établir. Donc, la plage de Vestervika et la plage de Kvalvika. Donc, Vestervika ici, ce sera le lieu de camp de base. On pourra rayonner autour de ce lieu-là, qui est un lieu très fort là, au niveau très symbolique aussi de la Norvège. Je reviens à j'ai un blanc son nom. Bref, le sommet qui est là, on va avoir aussi l'occasion de le faire dans le cas de notre progression vers Fredvang. C'est le Ritten, le mont Ritten. Ça s'écrit ainsi. Et donc, on voit ici sur cette photo notre montée sur le mont Ritten et les deux plages de Vestervika et Kvalvika qui se distinguent ici. Rendu là, cette section-là, elle est accessible par un accès routier pas très loin. Donc là, on revient un petit peu plus dans la civilisation. Vous voyez un peu, là, ça, c'est le sommet du Ritten. On n'est pas obligé d'aller là, guys, by the way, là. Tu sais, j'ai dit tantôt que c'était un paysage qui était aérien, mais pas vertigineux. Donc c'est ça. Mais on peut toujours aller faire le fou comme ça. Bref. Mais oui, c'est accessible proche. Fait que ça, le Ritten puis Kvalvika, c'est un genre de grande boucle que les gens font en day hike. Bon, il y a certains cas comme ça où on n'échappe pas un peu à des highlights des Lofoten. On y va. On le fait à notre manière. Mais oui, là, il y aura plus d'achalandage à ce moment-là. Ensuite de ça, ben, on s'aligne. En fait, le but, c'est d'arriver jusqu'au bout, de marcher jusqu'au village de Fredvang pour aboutir finalement. C'est vraiment un trek où on aura traversé le parc national au complet dans cette section-là. Puis il y a une immense plage de sable là, qui est majestueuse, là, qu'on peut voir ici, là, au loin à gauche, là, puis qu'on voit mieux ici. Donc, et ça sera notre but, notre aboutissement, si vous voulez, pour, euh, pour cette deuxième portion du trek. OK? Quelques autres petites photos des emplacements de camping des fois qu'on prend pour vous donner un peu l'ambiance aussi de fin de journée. Là, plus dans cette section-là, on essaie d'être plus en bord de mer. Fait que ça sera notre finalité. Donc, à la fin, là, on s'en va dans un lieu. Là, je ne vais pas tout nommer mes spots là, quand même.
Mais mettons qu'on s'en va dans un lieu pas trop loin de Fredvang pour, pour faire autre transition. Donc là, c'est volontairement en camping parce qu'il n'y a pas d'hébergement. Tu sais, il faut savoir, il y a peu d'hébergement, ce que nous on appelle avec un toit là, en dur. Là. Mais c'est un super camping où il y a bloc sanitaire, débile mental, restaurant, salle commune, très confort, au bord de la mer, plage. Donc on s'est dit que ça valait la chandelle de faire notre transition comme ça à ce moment-là. Ça va être on s'en va vers la troisième transition et la dernière, finalement, en direction de deux petits villages, donc le village de Nesland et Nussfjord. Donc, c'est un trek côtier, c'est un trek historique dans lequel on va plonger un peu sur des communautés qui survivent encore, mais qui ont eu leur apogée, on va dire, il y a quelques décennies, par rapport à la pêche de la morue. Donc, on va tu sais, vraiment, ce sentier-là, il est un petit peu plus accessible aussi, donc il est balisé un peu plus. Il y a de l'information même touristique au début, là, à savoir bon, comment était le village avant, puis tout ça. Donc, mais même si c'était touristique, ce lieu-là, on s'est dit que ça valait quand même la chandelle ou le coup là, de le faire parce que ça nous en apprend sur le mode de vie ancestral. On voit des vestiges de tout ça, en particulier quand on aboutit à l'autre bout du trek linéaire, on aboutit à Nosfjord. Fjord, c'est quand même cool. Fjord, c'est vraiment constitué, c'est fou, hein. À partir de 5h30 du soir, le village, il ferme pour tous les gens qui ne dorment pas là-bas. Là. Puis là, ça devient comme un huis clos là, pour les privilégiés qui peuvent dormir là. Donc, nous, on va plutôt passer comme ça. On va profiter peut-être de la bakery, on va profiter d'un bon café, parce que là, où vous voyez tous les vieux vestiges de vieux produits, là, c'est un super petit restaurant, le fun ou prendre une belle collation après un rando est parfaite, là, avant d'enchaîner vers la suite de notre trek. Là. Mais bon, cette petite portion-là, elle est le fun. Et puis, elle est différente par rapport à ce qu'on aurait pu faire avant. Puis, elle nous met un petit peu plus dans l'ambiance historique de l'archipel. C'est à partir de ce moment-là où on aura des transports privatifs, là, parce qu'il n'y avait pas trop d'options sinon, où là, on va se déplacer en faisant des arrêts, là, si vous voulez, des arrêts visite là, vers la ville de Ballstatt. Là, j'achève, là, je suis aux trois quarts de mon itinéraire. Donc, des arrêts sur les églises de bois, là, les églises scandinaves de bois typiques. Là. Il y en a quelques-unes dans les Lofoten où est-ce qu'on va passer. Donc, ça, c'est quand même très bien. On voit un petit peu d'histoire aussi. On aime ça aussi dans nos voyages, comme c'est pas juste de la marche. Là. On est où? C'est quoi les enjeux? C'est quoi l'histoire? La géographie, les réalités, les mœurs, coutumes. On essaie de plonger le plus possible là-dedans. Ballstatt, on va aller se camper là. En fait, on ne se campe pas là. On va être dans un hébergement je ne sais pas comment dire. Faut que je sorte de mon univers d'organisateur de voyage, là, mais on vit dans un genre d'auberge, ok, si vous voulez. Donc, c'est un Rorbu, là, maison de pêcheur, qui est dans Ballstatt. Et puis là, on va rayonner. Donc, encore une fois, le transport privé nous dépose, là, et nous laisse. Bye! Et là, à partir de là, on rayonne à pied sans nécessité de se mouvoir en bus ou autre. OK? Donc là, vous voyez une photo de famille. J'étais un peu désolé de partager ça, mais c'était mes meilleurs. Donc, l'idée, c'est de rayonner sur un massif de montagne qui part de la ville là, directement. Il y a des super hikes qu'on peut faire. Moi, les photos qu'on voit là, c'est les hikes plus faciles là, parce qu'on était family style, mais super balade qu'on peut faire là, sur un bon 15 km parce que là, on n'a pas de portage à faire, rien. Et puis là, on va aller vraiment tourner autour de cette branche de l'archipel. Ça va nous mener sur une vue à peu près, pas 360, mais presque, là, parce que c'est quasiment une presqu'île. Puis aussi, ben, ça va nous rappeler, bon, un rappel géographique, si vous voulez, à partir de ce lieu, pour le trek qu'on aura fait la veille ou l'avant-veille là, entre Nesland et Nosfjord. Donc, au moment où on a marché l'année passée, c'était déjà, si vous voulez, la période des fruits, là, des fruits alpins là, qu'on trouve un peu partout. Ça va être à peu près la bonne période aussi vers la fin de notre voyage en août. Et puis là, il y a une immensité de petites baies qu'on retrouve partout, partout, partout. Donc, c'est l'extase. Étant cuistot, ayant un hébergement avec des petites cuisines, on peut se faire des petites confitures, on peut faire plein d'affaires, tu sais, si on prend le temps.
Fait que soyez, tu sais, je vais demander ça, la participation des gens pendant le voyage, le rapport. C'est pas un voyage guidé, là. On suit, puis on réfléchit pas, là. Si on a des buzz qui nous passent par la tête, on le fait, tu sais. Fait que c'est ça qui est le fun à cause de cette liberté-là globale qu'on aura. Donc, voilà, ça fait partie de la grosse rando à partir de Ballstatt. On vient. Ballstatt aussi, ben, il y a des bras de lac mer qui sont surprenamment chauds, là. Attendez, là, j'ai pas passé bonne photo. Je suis désolé. Donc, je disais que la rando montait plus haut, puis après ça, qu'on pouvait aller profiter de quand même j'ose dire, la chaleur de la mer. C'est pas la grosse chaleur, on s'entend, mais qu'on est du côté est, donc vers la Norvège, c'est pas flanqué par les courants puis les vents qui viennent du Groenland ou de l'Atlantique Nord, donc c'est beaucoup plus chaud. Tu sais, les anciens en Fahrenheit, là, c'était 65 à 70 Fahrenheit. C'est drôle, hein, la température de l'eau, on n'est pas capable de le dire en Celsius. Je dirais, je sais pas moi, 16, 18 Celsius, peut-être. Quand ils le marquent dans le chat. Voilà, fait que, on en profite. En tout cas, les plus courageux, souvent, en profitent même plus souvent qu'autrement, là, parce qu'on est toujours un peu en bord de mer. Voilà. Donc, à partir de Ballstatt, là, on se lance le défi cette année de prendre les transports en commun. Donc, ça va juste demander une bonne ponctualité. Il y a un enchaînement de transports en commun facile et quand même fréquent qui va pouvoir nous amener sur 2 échanges de bus via Leknes jusqu'à Enningsbeer. OK, on l'a fait nous autres, puis c'était pas la folie, là. Donc, ça se fait, c'est sûr, en gang. Encore une fois, c'est dans notre esprit, comme dans certains voyages, de minimiser justement tout ce qui est transport privatif, puis de servir des infrastructures déjà existantes. On arrive à Ennexville et là, c'est un peu la fin du voyage, là. On aura fait nos 3 sections de trek. Là, on se gâte rendu dans cette ville-là, super ville. Vous voyez ici, là, c'est comme une espèce de canal, si vous voulez, en Est, là. C'est un mini Venise de Norvège, là. Entouré de super sommets. On change de géographie. On est beaucoup plus dans une géographie très rocheuse. Il n'y a presque plus de végétation. Puis cette communauté-là, qui est encore très en santé, relativement accessible, il y a beaucoup de tourisme, ça je voulais dire. Je voulais dire relativement fréquenté, mais quand même, là, par le tourisme, ben là, il y a plein de belles choses qui en sortent de ça, puis on en profite. Donc, on est dans un hébergement situé tout au bout, là-bas, entre une maison rouge. Et puis, on va profiter là, des bonnes choses, des bakeries, du bon café, des bons restos. Moi, je suis assez épicurien dans la vie, là. Puis là, cette année, on a vraiment spoté nos endroits. Donc, on va faire découvrir ça. Le gin, ben, norvégien, vous n'êtes pas obligé, là, mais bref, le gin ou certaines bières. Donc, tu sais, c'est la fin du voyage, fait qu'on en profite à ce moment-là. Super terrasse, super ambiance, vraiment. Puis cette village, elle vibre beaucoup avec les sports intenses quand même. L'escalade, grosse communauté de grimpeurs, l'alpinisme, le ski d'expédition pendant l'hiver. C'est aussi le camp de base de certaines agences d'expédition qui vont vers le Groenland puis le Grand Nord. Donc, tu sais, il y a quelque chose qui se passe là, mais tout se fait quand même encore à pied. Tout est à petite échelle humaine. Donc, vraiment gros coup de cœur pour cette ville-là en particulier. Donc, vraiment, je veux absolument qu'on finisse le voyage là-bas pour les 2 dernières nuits. Après ça, ben, on va enchaîner, encore une fois, transport public pour aller jusqu'à Svolvær, peut-être 1 heure et demie. Puis on va enchaîner directement avec la traversée qui nous ramène à Bodø. Bodø, dernière nuit, on en profite. Puis le lendemain, c'est le retour en avion. Donc voilà, voilà. Puis sinon, je continue. Je prendrai vos questions, écrivez-moi ça là, pendant que je montre les détails de l'hébergement. Parce que je parlais d'hébergement depuis tantôt, à part les tentes, je ne vous ai pas trop montré c'est à quoi ça ressemble les rorbus. Mais les rorbus, c'est ça, c'est ces maisons de pêcheurs qui servent ou qui sont transformées en maisons touristiques pendant l'été. On peut, dans notre jargon du Québec, dire que ce sont des chalets, là, tu sais. C'est des chalets avec des grandes terrasses, souvent, ils sont toujours en bord de mer, ça c'est très cool. Et puis, il va y avoir un lieu commun comme une cuisine, salle à manger. C'est souvent sur des structures pour à peu près 4 personnes, tu sais, à peu près. Fait que là, ce qu'on fait, quand on fait une bouffe commune, surtout pour le déjeuner, hey, on amène nos assiettes puis nos chaises, puis on va tous se mettre
un des rares buts. S'il fait beau, comme vous avez vu sur la photo antérieure, on va sur la terrasse dehors. Mais on joue beaucoup, beaucoup avec ces lieux-là. C'est de la vie de chalet comme on peut le faire au Québec. Donc, souvent, les répartitions de chambres sont aussi bon, très aléatoires, là. Vous voyez, mettons, dans un modèle famille, en Scandinavie, dans beaucoup de pays d'Europe, tu as des lits comme ça, des lits simples que tu peux coller si tu es un couple, puis séparer si tu n'es pas un couple, tu sais. Puis tu as des lits de mezzanine, mais tu as différentes variations de ça, déclinaisons de ça, là, selon. Là. Fait que nous, on a réservé une multitude de ça, puis on va faire en sorte que le match se fasse. Mais donc, on peut dire que c'est occupation quadruple, mais souvent dans deux pièces, tu sais, euh, par hors but, à peu près. Donc, souvent, le plus souvent qu'autrement, dans les repas inclus, on va essayer de les cuisiner. Donc, il y a cet effet aussi de groupe où on est tous ensemble à participer à une tâche commune. C'est un voyage participatif, ça c'est bien important. Puis ça se fait moi je trouve que toute la valeur, l'expérience passe aussi par ces moments-là. Évidemment, orienter, toute la logistique est orientée par le guide, là, tu sais. Si on fait des catch-up de dés comme ça, ben on va le fileter, nous autres, le poisson, là. Mais je veux dire, le reste, les petites tâches, mettre la table, rendre l'ambiance sympathique, nous aider à la cuisine, c'est vraiment sur une base volontaire. Mais ça, c'est la vie en hors but. On est épicurien, je l'ai dit. Tu sais, petit gin, petit apéro, on aime ça aussi en fin de journée. Donc, tu sais, c'est tous les moments où on sera à Solvågen, à Rennes, Ballstatt, puis Enixvir. Ça va se passer à peu près dans ce contexte-là pour l'hébergement. Le transport, posez-moi vos questions, les amis. J'achète, il me reste 4 photos. Donc, le transport, c'est transport public norvégien, super bien organisé, très ponctuel. Donc, c'est lui qui va nous servir pour quelques étapes de notre périple. OK, donc, vous voyez, c'est très simple. Tu balances ton sac là-dedans, tu embarques dans le bus. Mais tout ça, moi, je dois le gérer avec une application, puis des réservations online. Donc, donc, ça va bien se passer. Musée Viking, je le mets là. Il n'est pas dans notre itinéraire voulu. Il est entre Leknes, si vous voulez, puis Enixvir. Bon, ça reste quand même une expérience qui était cool. Je le mets juste là parce que ça existe, là. Sinon, selon les scénarios, des gens qui voudraient prolonger ou des gens qui sont juste là pour écouter des idées, pour aller en Norvège, ben, le musée des Vikings vaut quand même la peine. Il montre bien le mode de vie de l'époque, à peu près au 10e siècle. C'est intéressant. C'est très ludique pour les enfants. Bergen, donc après ça, on parle plutôt des villes de prolongation. C'est-à-dire qu'une fois qu'on a fini à Bode, notre voyage, on a une dernière nuit là, comme j'ai dit. Le lendemain, on transfère à l'aéroport, puis vous regagnez le beau pays qu'est le Canada. Euh, ou vous prolongez. Si vous prolongez, ben, il y a des options. Bergen, entre autres. Au moment de la réservation des vols, on peut coordonner ça. Bergen, qui est certainement une des plus belles villes de Norvège, là, très connue pour ses maisons en façade dans son vieux port. Sinon, on a aussi Oslo, évidemment, de faire un genre d'arrêt prolongé. Ah, shit, je suis désolé. Colin. Merci, Lise. Excusez, c'est comme deux diaporamas. Donc, j'étais sur l'épicurien, le transport. Excusez, Caroline. Je laisse un petit peu de temps pour les voir, là. Le musée des Vikings. On peut littéralement faire un tour de Drakkar, là. C'est quand même cool. Puis là, j'étais sur Bergen. Donc, vous voyez ce que j'ai dit tantôt. Puis Oslo. Donc voilà. Donc, ce que je disais, donc, c'est ça. Toutes ces prolongations-là sont possibles à faire au moment de la réservation, sans problème. Puis même, des fois, des extensions via des métropoles européennes pour prolonger son voyage avant, ailleurs, ou après, peu importe. Ou dans d'autres sections de la Norvège. Mais souvent, ça doit passer, en tout cas, selon les scénarios de vol, ça passe par Oslo. Puis après ça, vraiment plein d'options. Fait qu'on peut aussi vous orienter là-dessus, adapter le vol en conséquence. Fait que voilà, donc voilà, j'ai pas mal fait le tour de ma présentation. Merci de votre flexibilité là, quant à la technique. C'est un peu compliqué pour nous, mais on y est arrivé à peu près. Je prendrai vos questions. Sinon, ben, juste vous dire, je vais le remarquer ici, mon adresse courriel, que ben, ce voyage-là, il est confirmé pour cet été. J'aurai le plaisir de le guider.
avec l'expérience qu'on a acquis avec le passé. Il faut savoir aussi que l'expérience de la Norvège, je l'avais aussi dans une autre agence pour qui je travaillais avant. Mais là, l'expérience précise, comme je l'ai montré là, on l'a pu le vivre l'année passée. Donc, j'aurai le plaisir cet été, à partir du 18 juillet, de faire ce beau voyage. Donc, c'est ça. Il est en ligne sur le site Internet en Europe. Fait que merci. Merci, merci beaucoup d'avoir été présent. Puis, je vais rester le temps des photos, pas des photos, mais d'autres questions. Puis sinon, ben, bonne soirée, puis au plaisir de s'en reparler.